Bonjour et bienvenue sur le podcast Entreprendre à l'étranger. Je suis Alim Derès, entrepreneur dans le digital depuis plus de 10 ans maintenant. Dans ce podcast, je vais à la rencontre d'entrepreneuses et d'entrepreneurs ayant décidé de créer leur business hors de leur pays d'origine. Je vous laisse avec l'invité du jour, je vous souhaite un très bon épisode et je vous dis à bientôt. Bonjour et merci d'être sur le podcast Entreprendre à l'étranger. Aujourd'hui, ce qui devient un peu une habitude, on retourne à Lisbonne. Et on va aller à la rencontre de Sébastien. Seb, on va faire très simple comme d'habitude. Je vais te laisser te présenter, puis après, je te poserai toutes les questions qui me passent par la tête. Et j'espère en avoir le maximum. Eh ben, écoute, merci beaucoup Alim. Bonjour tout d'abord. Écoute, moi je suis Sébastien Barthes, décorateur d'intérieur, installé à Lisbonne depuis 2019. Je suis arrivé ici juste avant la Covid. Mon parcours, il se retrace assez facilement avec une dizaine d'années passées à Paris dans l'image de marque. Ensuite, je suis parti m'installer sur Marrakech, où j'ai travaillé pendant 12 ans. Alors, je suis passé de Paris à Marrakech. Tu vas me dire comment? Tout simplement parce que j'allais à Marrakech depuis très, très longtemps. C'était un pays que je connaissais relativement bien. J'y passais, à la fin, j'y passais même mes week-ends, alors que j'habitais encore Paris. Donc, ça a été assez naturel quand j'ai décidé d'aller voir un petit peu ailleurs ce qui pouvait se passer que de choisir la ville de Marrakech au Maroc. Et je suis parti là-bas dans un premier temps parce que je devais être le relais d'une amie qui était agent immobilier sur Paris et qui souhaitait ouvrir une antenne sur Marrakech. C'était la période en 2006 où il y avait beaucoup de choses qui se passaient entre la France et le Maroc, et notamment au niveau de l'immobilier. Donc, je me suis dit, tiens, pourquoi pas, nouveau challenge. Et donc, je suis allé là-bas m'installer dans ce but professionnel. Et je me suis très vite rendu compte que ce n'était pas une activité professionnelle qui était faite pour moi. Et rapidement, malgré tout, il y a eu quelques clients. Et de ces clients-là est arrivée une cliente qui avait vu l'appartement que je venais de refaire, dans lequel j'étais installé. J'avais rasé totalement l'appartement et je l'avais totalement mis à nu et je l'avais entièrement refait. Et on avait vraiment l'impression d'être dans un riad, sauf qu'on était dans un appartement très standard à la base. Et de fait, elle m'a dit, écoute, qui est-ce qui a fait tous les travaux chez toi? Parce que c'est vachement bien et j'adore le style. Et ayant un riad, j'ai des choses qui sont à refaire dans le riad. Donc, ça m'intéresse. Je lui ai dit, écoute, c'est moi. Et elle m'a dit, ah bon, tu es décorateur d'intérieur? J'ai dit, écoute, je suis issu de l'image de marque en France, mais j'ai toujours été très attiré par tout ce qui est, en effet, décoration d'intérieur, esthétisme. Et c'était plus en tant que passion que je le travaillais. Et du coup, elle m'a dit, écoute, est-ce que ça ne te dit pas de t'occuper de mon riad? Et voilà, l'histoire du fait d'être décorateur d'intérieur aujourd'hui est partie de là. Il y a donc une quinzaine d'années maintenant. Et j'ai commencé avec ce premier riad où j'ai refait en effet certaines pièces. Et le bouche à oreille a très bien fonctionné. Et du coup, le riad d'à côté m'a demandé d'intervenir pour refaire aussi d'autres pièces. Et après, ça a été des particuliers, d'autres riads aussi. Et ça n'a pas continué en fait pendant toutes ces années jusqu'en 2019. La seule chose, c'est que, étant au Maroc, j'avais des difficultés à trouver le mobilier que je souhaitais avoir, parce que c'est vrai que c'était une époque où il n'y avait pas encore toutes les boutiques comme on peut en avoir aujourd'hui, ou en tout cas comme on en avait déjà chez nous en Europe, en France. Et donc, j'ai mis mes ateliers, j'ai créé des ateliers où en fait, on créait et on fabriquait tout le mobilier qui était à destination de mes clients. Donc, j'avais un ferronnier, j'avais un menuisier, j'avais les peintres, voilà, j'avais tous les artisans qu'il fallait avoir pour pouvoir, en effet, fabriquer du mobilier sur mesure. Donc, je me suis vraiment formé sur place avec eux et on s'est beaucoup apporté mutuellement. Ça a été très riche.
sur les échanges entre eux avec leur savoir-faire. Et moi, ce que je pouvais aussi apporter avec une certaine rigueur peut-être qu'ils n'avaient pas toujours au départ et que j'ai essayé de mettre en place. Je trouvais ça important aussi qu'on l'ait quand on est en équipe et qu'on essaye de travailler à plusieurs, notamment plusieurs artisans sur un même meuble. Voilà, donc on a mis tout ça en commun et pendant toutes ces années-là, ça nous a permis de continuer à travailler sur des riads, sur des hôtels, sur des villas de particuliers à Marrakech, mais pas que aussi. J'ai travaillé sur Casablanca avec un salon de coiffure, avec un bar-restaurant. Et du coup, c'est en 2018 où j'ai commencé à me dire, voilà, ça fait pas mal d'années que je suis ici, qu'est-ce qui serait possible de faire? J'aime beaucoup ce pays et en même temps, on est tellement lointains les uns des autres de par la culture, de par la religion, de par beaucoup de choses en fait. Et j'avais peut-être ce sentiment, ce besoin de revenir sur un côté un petit peu plus occidental et européen, en sachant que j'aime beaucoup mon pays, mais peut-être un petit peu plus de loin. Je suis venu en 2018 passer quelques week-ends sur Lisbonne, puisque j'avais une amie qui y vivait à l'époque, et j'ai trouvé que c'était un endroit qui était plutôt sympa. Et finalement, au milieu, entre la France et le Maroc, à tous les niveaux, géographiques, mais aussi culturellement. Voilà, il y avait plein de choses où je me sentais vraiment au milieu entre la France et le Maroc, et je me suis dit, tiens, ça pourrait être un endroit pour s'installer et continuer. Voilà, un projet de vie et un projet professionnel. Je me suis donc installé en 2019 et malheureusement pour moi au départ, je suis arrivé un petit peu avant la Covid, euh, qui a fait prendre des vacances un petit peu à tout le monde. Donc, je dis malheureusement et en même temps heureusement qu'il y a eu cette Covid parce que cette Covid, elle a aidé sur beaucoup de plans et elle a aidé aussi à sortir de sa zone de confort. C'est un terme qu'on a souvent entendu ces derniers mois, mais c'est une vérité en tout cas me concernant, puisque arrivant dans un pays qui n'était pas le mien, que je ne maîtrisais pas, que je ne connaissais pas vraiment, euh, je me suis dit aujourd'hui comment je peux exercer mon métier d'une manière peut-être différente de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Et quand la Covid est arrivée et que tout s'est fermé, toutes les frontières se sont fermées, je me souviens au mois de mars, mi-mars 2020, j'étais en instance pour partir sur Marrakech, où j'avais des rendez-vous pour des clients, des rendez-vous bien évidemment que je n'ai pas pu honorer. Ce qui m'a contrarié parce que c'était des gens qui attendaient après moi pour faire des travaux chez eux. Et malgré tout, j'ai dit on va faire quelque chose, on va avancer, puisque moi j'ai toujours mes équipes qui sont sur place là-bas. Et même si je n'y vais pas, on peut quand même travailler. Aujourd'hui, on a WhatsApp, on avait différentes applications qui nous permettaient, même si on ne connaissait pas encore trop Zoom, on ne le maîtrisait pas trop au mois de mars 2020, ça m'a permis, toutes les applications qui étaient déjà existantes m'ont permis de pouvoir avancer et de malgré tout travailler pour ces clients et avancer sur leurs projets grâce à mes équipes qui étaient sur place et avec qui j'ai fait des réunions via WhatsApp notamment. Et du coup, ce projet a pu voir le jour sans que je sois allé là-bas. Pareil, j'ai d'autres amis qui se trouvent notamment en Allemagne, qui se sont retrouvés confinés aussi chez eux et qui m'ont appelé en me disant, écoute, voilà, on est confinés, c'est sympa sur les premières semaines, là on commence un petit peu à tourner en rond et de fait, on a envie de se mettre à la déco et on voudrait refaire la partie salon, salle à manger chez nous, mais on aurait eu besoin de ton avis. Est-ce que tu peux nous aider? Oui, pourquoi pas. Alors, c'est vrai qu'encore une fois, WhatsApp aide beaucoup. Il y a des appels en vidéo qui peuvent se faire, des photos m'ont été envoyées et du coup, je les ai aidés de cette manière-là, assez naturellement. Et après, ils m'ont renvoyé des photos une fois qu'ils ont fait le travail et voilà, ils avaient appliqué un petit peu toutes les directives que je leur avais données. Et c'est là où je me suis dit finalement, que ce soit avec le Maroc, que ce soit avec eux en Allemagne, je n'étais pas présent, j'étais moi chez moi ici, coincé au Portugal puisque tout était fermé, eux chez eux en Allemagne, au Maroc. Et malgré tout, on a pu avancer. Et donc du coup, j'ai mis en place une plateforme, un site internet sur lequel j'ai mis 3 packs en évidence pour toucher une population qui sont des personnes qui ont envie de se mettre à la décoration pour des raisons qui peuvent être véritablement diverses
et variés, mais qui ont cette crainte, cette peur, cette appréhension de peut-être mal faire les choses. Et voilà, et cet accompagnement me permet d'être avec eux, d'essayer d'éviter des erreurs qui pourraient être commises. Et de fait, ça me permet de toucher une clientèle que je n'aurais pas eue s'il n'y avait pas eu la Covid, parce que j'aurais continué à travailler de manière classique, standard. Et aujourd'hui, je me retrouve avec des clients qui sont des particuliers, mais aussi des professionnels que je n'avais pas par le passé, qui ne sont pas forcément au Portugal, qui peuvent être notamment en France, des peintres en bâtiment, des cuisinistes que j'aide pour étoffer leurs propositions à leurs clients. Et voilà, c'est super sympa. Du coup, ça me fait avoir une nouvelle dynamique dans mon activité professionnelle. Et alors qu'avant, avant la Covid, je pouvais être à 20% de travail online avec 80% de travail effectif sur place, in situ. Là, on a renversé la tendance à l'inverse, avec 80% online et 20% sur place, in situ, avec mes clients. Voilà ce que je peux te dire un petit peu sur mon parcours et qui fait qu'aujourd'hui, je suis à Lisbonne, ça va faire bientôt 2 ans, et que les choses se passent à merveille et que le online a pris un pas important dans tout ce que je fais de mon activité professionnelle. Tu nous as parlé du mobilier que tu fabriques, de ton site, de ta plateforme. Est-ce que tu pourrais nous évoquer un peu plus en détail, un, le mobilier et deux, les offres qui composent ton site aujourd'hui? Eh bien, écoute, concernant le mobilier, c'est vrai que depuis le Maroc, euh, j'ai pas mal réfléchi au mobilier puisque là-bas, quand j'y suis arrivé en 2006, il n'y avait pas vraiment beaucoup de boutiques intéressantes au niveau du mobilier, ou alors certaines marques qui commençaient à investir le Maroc étaient relativement chères de par toutes les taxes d'importation, de douane, etc. Donc, du coup, j'ai constitué mes équipes pour pouvoir réaliser du mobilier. Et j'ai toujours aimé réfléchir à mixer les matériaux dans le mobilier que je propose à mes clients. Concevoir un meuble où le mariage du bois et du fer s'harmonise, ou au contraire s'entrechoquent. C'est des choses que j'aime beaucoup. C'est la réflexion d'un meuble à concevoir. Euh, c'est vrai que quand j'étais gamin, par exemple, j'ai le souvenir de sol en carreau ciment dans la cuisine chez mes grands-parents. Et après, c'est un style de revêtement qui a totalement disparu pour laisser place à des carreaux usinés qui sont pour la plupart rectifiés, histoire de gommer toutes les imperfections. Et quelque part, j'ai eu cette sensation pendant des années dans nos pays occidentaux qu'on a aussi voulu finalement gommer l'artisanat. Et moi, c'est ce qui me manquait. Et de fait, au fur et à mesure des années qui passaient en fabriquant du mobilier, créer est un bien grand mot aujourd'hui parce que je pense que c'est assez cyclique au niveau des modes et beaucoup de choses ont déjà été créées. Et les dernières qu'on a pu créer, à la limite, c'est quand on a eu le LED qui est apparu, d'avoir enfin du luminaire froid au niveau qu'on pouvait insérer au niveau du mobilier. Et ça a été une petite révolution dans le milieu du meuble. Voilà, c'est peut-être dans les dernières créations qu'il y a pu y avoir ces dernières années. En revanche, j'ai réfléchi et c'est vrai que ces carrossements m'ont poursuivi toute ma vie avec cette nostalgie du sol chez mes grands-parents. Et je me suis dit un jour, je me suis posé et je me suis dit comment je peux insérer du carrosciment dans des meubles. Et donc, du coup, j'ai commencé à dessiner, à faire des schémas sur des meubles auxquels je pensais. Voilà. Et entre structure en MDF et insertion de carrosciment, voilà, je suis arrivé à des dessins que je trouvais assez intéressants à exploiter pour en faire des prototypes. Et à l'époque, c'était au Maroc et j'en ai parlé à certains de mes clients que j'avais sur le moment. Et voilà, parce qu'on se retrouvait pour un dîner et je leur en parle et ils m'ont dit waouh, super sympa, c'est très intéressant et il nous tarde de voir un petit peu ce que va donner ton prototype. Donc, bah, du coup, j'ai lancé ce prototype et une fois que la carcasse a été faite, j'ai pris quelques photos et puis j'ai remontré à ces mêmes personnes pour leur dire voilà, j'avance et voilà ce qu'il en est. Voilà la carcasse, voilà les carrossements que j'ai utilisés et les motifs que j'ai pris. Et je leur ai dit comme ça, pour aussi les impliquer dans ce que j'étais en train de faire.
vous le verriez de quelle couleur ce meuble au niveau de sa carcasse, puisqu'on avait une partie structure en MDF et on avait des pieds qui étaient en métal. Et donc, du coup, ils m'ont dit… Je me permets juste de te couper juste pour préciser qu'est-ce que le MDF? C'est un bois aggloméré et que l'on utilise justement quand on fait des carcasses et que derrière, on va le peindre. Là, puisque là, on a fait un laquage, on n'a pas besoin d'utiliser un bois qui, lui, risque au contraire de s'altérer dans le temps, en tout cas de bouger, puisque le bois est vivant. Et donc, souvent, on va avoir cette problématique du bois qui va travailler quand on crée un meuble. Donc, pour éviter ce genre de problème quand on le peut et surtout quand on peint le bois, on va utiliser du MDF. Et donc, c'est ce qu'on a utilisé pour nos carcasses. Et donc, mes clients m'ont dit, t'as qu'à peindre en bleu et jaune. Je ne me suis pas trop posé de questions. Et je dis, OK, très bien. Et du coup, je suis reparti avec ces deux couleurs en tête. Et du coup, voilà, on a avancé sur le meuble et il a été peint en effet en bleu et en jaune avec les carreaux ciment. Alors bon, là, on n'a pas de visuel, je ne peux pas vous montrer ce que ça donne au résultat, mais je leur ai montré aux clients. Et puis, Je mettrai tout ça, de toute façon, comment dire, je redirigerai tout le monde vers voilà, je pense ton site qu'il et est tes sur réseaux. mon site, en effet. En tout cas, certains y sont, parce que j'en ai fait d'autres après. Et voilà, ce prototype étant fini, j'ai demandé toujours à ces mêmes personnes de venir finalement à l'atelier pour voir le meuble fini et voir un petit peu ce qu'ils en pensaient au résultat des courses. Et ils se sont regardés, ils m'ont regardé, ils m'ont dit, mais ce prototype, il va chez nous, hein, il va nulle part ailleurs. Alors, ça m'a fait rire parce que c'est vrai que je ne m'attendais pas forcément à ça, mais en même temps, ça faisait plaisir parce que j'étais à un moment où ils savaient en plus que j'avais cette ambition de quitter le Maroc pour venir m'installer ici. Donc, ils se sont dit, au cas où on n'en ait pas d'autres derrière qui soient produits, celui-ci, on veut le récupérer. C'est vrai que j'avais fait déjà toute leur maison et ils souhaitaient un meuble complémentaire et quelque chose de différent, quelque chose de véritablement singulier. Et là, c'était le cas parce que c'est vrai que ça doit très certainement exister du mobilier avec des carreaux ciment. Moi, j'en ai pas vu, j'en ai pas trouvé. Donc voilà, j'ai créé, enfin, j'ai fabriqué ce meuble-là et j'en ai fait d'autres derrière parce que du coup, d'autres clients l'ayant vu m'ont demandé que je leur en réalise aussi, un peu différent, avec des formes différentes, avec des coloris différents, avec des carreaux ciment et des motifs différents, des couleurs sur les carreaux ciment différents. Voilà, et ça, c'est juste génial de pouvoir s'intéresser à ce genre de choses et pouvoir réaliser du mobilier pour des clients qui ont des idées ou en tout cas leur en apporter certaines et voir qu'ils sont contents de ce qu'on leur fait. Et ce qui était sympa, c'est que ce sont des meubles en plus évolutifs, c'est-à-dire que dans le temps, si à un moment donné on en a marre de le voir tel qu'il est, au niveau des carreaux ciment, j'ai fait en sorte qu'on puisse les enlever très facilement, que les clients eux-mêmes puissent le faire, même sans moi, enlever le carreau ciment, racheter d'autres carreaux ciment et compléter et remettre ces nouveaux carreaux ciment à la place des anciens. Et ce qui fait que si tu prends des motifs totalement différents, des coloris totalement différents, tu te retrouves quelque part un peu avec un nouveau meuble. Alors c'est sûr, la carcasse reste la même. Quoi qu'il en soit, au niveau visuel, tu auras une distinction et une différence. Voilà, ça, j'ai trouvé ça plutôt sympathique. Et du coup, depuis que je suis arrivé ici, j'ai voulu déjà pouvoir retrouver des artisans avec qui il y a un feeling qui passe parce que c'est quelque chose dont j'ai véritablement besoin aussi, que l'on se sente en confiance de manière réciproque. Et ça se gagne avec le temps, la confiance. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc là, on commence à avoir des choses plutôt sympathiques avec des artisans, avec des équipes, des émulsions qui peuvent se faire, des synergies aussi. Et ici, j'ai trouvé aussi une personne qui réalise du carreau ciment. Donc là, ça m'a juste fait super plaisir et je suis rentré en contact avec lui, on s'est rencontrés et depuis, c'est vrai qu'on a réfléchi à beaucoup de choses. C'est quelqu'un qui, comme moi, est passé par le Maroc pour justement s'initier aux techniques du carrossiment. Et aujourd'hui, il a importé cette technique, il fabrique ici à Lisbonne et en même temps, il y apporte sa propre touche et aussi de manière à pouvoir créer des carreaux aussi plus larges, plus grands que les carreaux standards
plus petit, mais aussi plus grand, en ayant quand même un carreau qui se tienne bien et qui ne soit pas un carreau qui soit friable, parce que c'est souvent le cas avec les carreaux que l'on a au Maroc, c'est qu'on a beaucoup de pertes souvent malgré tout. Et avec les siens, ce n'est pas le cas. Et puis, il a juste des couleurs, une palette de couleurs magnifique. Et du Et du coup, coup, attends, on a dit du coup, vas-y. du coup, c'est aujourd'hui, comment dire, c'est quelque chose que tu vas inclure dans l'un de tes packs Voilà, ou en créer un autre c'est ce que j'allais te uniquement dédié. dire. C'est ce que j'allais te dire au niveau du site que j'ai donc créé l'année dernière pour justement toucher une nouvelle clientèle que je n'avais pas, puisque c'est surtout pour des travails de projet en ligne avec des gens qui ne sont pas forcément ici. Et c'est vrai que la Covid m'a aidé à créer tout ça, comme je le disais précédemment. Sur mon site aujourd'hui, il y a 3 packs. Il y a 2 packs qui sont plus dédiés à des particuliers et un pack qui est plus dédié à du professionnel. Les 2 premiers packs qui sont du coaching express et du relooking déco sont là, soit le premier pour vous répondre à une question. Si vous avez une question bien spécifique, par exemple, vous souhaitez repeindre votre salon salle à manger, mais vous ne savez pas de quelle couleur le repeindre parce que vous n'êtes pas penché à savoir quelles sont les couleurs du moment, peut-être à savoir aussi si malgré tout les couleurs du moment peuvent s'insérer chez vous par rapport au mobilier que vous avez et que vous ne souhaitez pas changer. Voilà, moi je peux être là pour vous aider à faire ce choix, vous dire voilà, vous pouvez partir sur tel mur avec telle couleur ou tel papier peint, pourquoi pas, et je transmets les références, et sur le reste des murs avec tel coloris aussi. Le deuxième pack qui est du relooking déco, là, c'est sur un projet un petit peu plus ambitieux si l'on souhaite intégralement refaire une pièce. Par exemple, je vous donne un exemple que j'ai eu il n'y a pas si longtemps que ça, d'une femme qui m'a contacté, qui était enceinte et qui voulait faire préparer la chambre du bébé. Donc, du coup, je l'ai aidée et on a ambiancé cette chambre pour son bébé. J'ai vu avec elle un petit peu ce qu'elle aimait, ce qu'elle n'aimait pas. Ça s'est passé pendant le confinement, donc tout s'est passé à distance. Elle avait le temps de pouvoir s'en occuper, mais elle voulait des conseils. C'est donc ce que je lui ai apporté. Et on a travaillé aussi bien les coloris au mur, aussi bien le mobilier, aussi bien l'accessoirisation. J'ai créé à la fin de tout ça et à la fin de nos différents ateliers qu'on a fait sur Zoom, des planches tendances que je lui ai créées sur le mobilier, sur l'accessoirisation, etc. Et une fois que tout a été validé, je lui ai créé une liste shopping cliquable que je lui ai remis. Et en cliquant sur chacun des articles qui avaient été sélectionnés, ça lui permet de se rediriger directement sur le site marchand et passer directement la commande. Ce qu'elle a fait, et du coup, elle m'a envoyé ensuite les photos de la chambre finalisée et un grand merci de l'avoir accompagnée dans ce projet. Voilà, ça c'est le deuxième pack. Le troisième est un pack plus tourné vers les professionnels où je les aide à connaître les tendances de l'année prochaine. Voilà, donc ça peut être des professionnels qui vont être bien évidemment des architectes, mais pas que. Il y a aussi des cuisinistes, il y a aussi des peintres en bâtiment que j'aide à ce niveau-là parce que ce n'est pas du tout leur partie et leur job. Et du coup, aujourd'hui, c'est des personnes que j'ai au niveau de mon client portefeuille. Et donc, du coup, tout ça pour finir et pour te dire qu'il va y avoir un quatrième pack qui va être créé et en partenariat justement avec les carreaux ciment qui sont produits ici au Portugal, à Lisbonne, où je vais en effet aider dans leur choix les clients qui en auront le besoin. Parce que c'est vrai que le carreau ciment, c'est une chose, mais il peut y avoir des formes différentes, il peut y avoir des motifs différents, il peut y avoir des coloris différents. Et tout ça, savoir le mixer dans son intérieur quand on a déjà prévu du mobilier ou qu'on l'a déjà, ce n'est pas toujours évident. Donc, ce pack va être là véritablement pour les aider. Donc, on retrouvera, il va y avoir un lien qui va être créé entre les deux sites Internet, à savoir le site Internet du carreau ciment, de la société qui fabrique ce carreau ciment, et le mien, sbcoachingdeco.com, de manière justement à ce que les gens puissent facilement trouver ce lien et revenir vers moi éventuellement s'ils en ont le besoin. Voilà, alors il n'est pas encore totalement défini. Je n'ai pas non plus le prix parce qu'on n'en a pas parlé, je ne l'ai pas réfléchi, mais ça sera très certainement comme l'ordre des autres, hein, c'est-à-dire qu'on est quand même sur des prix qui sont assez doux, avec un premier pack à 99 €, c'est hors taxe, un second à 299,
et le troisième pour les professionnels à 349. Voilà, donc on va être dans cette enveloppe-là aussi pour ce qui est des carreaux ciment. Voilà, et ça sera donc le quatrième pack qui sera mis en place d'ici quelques temps. Il va y avoir aussi une partie blog sur le site internet qui va se mettre en place, dans lequel je vais écrire des articles sur des coups de cœur que je peux avoir réguliers, que ce soit sur des productions qui m'ont touché ou des choses que l'on peut réaliser. Bien évidemment, le carrossiment en fera partie, mais pas que, il y aura plein d'autres choses. Voilà, c'est juste histoire d'alimenter aussi le site et que chacun puisse y retourner régulièrement pour voir les nouveautés que je pourrais y mettre et les nouveaux articles qui seront sortis. Je te remercie pour cette introduction où même moi qui te connais, j'apprends encore pas mal de choses sur ton parcours. Mais on va revenir à la question la plus basique. C'est qu'est-ce qui t'amène dans ton parcours personnel, universitaire, scolaire, à travailler dans l'image de marque? Écoute, ça a été un concours de circonstances. Je suis quelqu'un qui a toujours été curieux, qui a aimé l'art depuis assez jeune. Je vivais à Paris et j'aimais beaucoup me balader dans Paris. J'aimais beaucoup lever les yeux pour voir l'architecture qui est juste splendide et magnifique sur Paris. Et tous les jours à Paris, je remerciais je ne sais qui, mais d'être là et de pouvoir participer à tout ça, à tout ce que je voyais, parce que j'aimais vraiment beaucoup. Et à l'époque, je faisais pas mal de galeries sur Paris, je visitais, et j'avais fait connaissance dans une galerie de personnes qui donc tenaient cette galerie. Et un jour, on s'est retrouvés à un dîner et on m'a dit, tiens, on a une personne que l'on connaît et qui recherche en ce moment quelqu'un. Voilà, il est en train de se structurer, il était indépendant, il est en train de se structurer et il travaille dans l'image de marque. Voilà, moi je lui ai parlé de toi, est-ce que ça peut t'intéresser? Je dis oui, pourquoi pas. Et c'est vrai que moi j'étais jeune à l'époque, je recherchais du boulot, je venais d'en quitter un et du coup j'ai eu cet entretien et ça a commencé comme ça. En fait, on s'est fait confiance mutuellement. On avait été introduit par une personne que l'on connaissait en commun et ça s'est fait naturellement. Et du coup, même si mes études étaient des études plutôt très classiques, avec un BTS Action commerciale, avec une troisième année de spécialisation en marketing européen, je me suis véritablement à chaque fois formé sur place. Et lui, véritablement, m'a bien accompagné et bien guidé dans son métier. Et voilà, et du coup, au bout d'une petite dizaine d'années, j'en avais fait le tour. J'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup appris. C'était une petite agence, mais avec des gros contrats et surtout des contrats très intéressants dans des belles maisons. Et voilà, c'est vrai que de travailler dans les coulisses du Crazy Horse, bah, c'est juste fabuleux de pouvoir aussi aller travailler et côtoyer Monsieur Saint-Laurent dans l'hôtel particulier qu'il y avait sur Paris et où toutes les femmes venaient pour la haute couture. Voilà, c'est des super beaux moments de partage professionnel. Et voilà. Et après, je suis venu à la décoration d'intérieur, voilà, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, de manière pareille. Tout ça, c'est fait, c'est les chemins de la vie, les personnes que l'on croise et qui m'ont fait aller sur ces chemins-là à chaque fois. Et je remercie encore une fois très régulièrement la vie d'une manière générale de ce parcours que j'ai eu et qui m'a permis de véritablement faire des choses qui me plaisent dans mon quotidien. C'est vrai que me lever le matin n'est pas un effort quand je sais ce que je vais y faire. Parce que pour moi, je n'ai pas l'impression de travailler, j'ai vraiment l'impression de passer de bons moments que ce soit avec mes clients, que ce soit à travailler pour eux, dans la réflexion pour mes clients. Ce n'est pas du travail pour moi. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus intéressant dans la vie que de ne pas avoir cette sensation de partir travailler. J'en ai vu beaucoup et j'en connais encore beaucoup aujourd'hui qui se lèvent contraints par le travail. Et véritablement, ce n'est pas du tout quelque chose que je souhaitais pour ma propre vie. Voilà, alors ça a ses inconvénients aussi, mais ça a cet avantage de se sentir libre, d'avoir cette liberté dans ce que l'on exerce au quotidien. C'est, alors, ce que tu dis, ça me touche parce qu'en fait, on a fait les mêmes pays, en fait.
pas dans le même ordre, pas sur la même durée, pas sur pas mal. Comment dire, il y a quelques différences. Mais je quitte la France pour aller au Maroc, comme tu sais, et on s'est rencontrés au Portugal. Bon, C'est- Mais tu je sais, pense la que vie, c'est elle est pas faite. hasard. Non, la vie, elle est faite comme ça. Pour anecdote, moi, j'ai rencontré une artiste peintre en Chine lors d'une exposition alors que j'étais en vacances là-bas. Et c'était au début des années 2000. 15 jours en vacances, une expo, une artiste, hein, des toiles qui me touchent. J'en achète deux, je les fais livrer en France, puisqu'à l'époque, je vivais à Paris. Je pars m'installer au Maroc. Ces toiles me suivent au Maroc. Et au bout de quelques années au Maroc, j'apprends qu'elle habite à Casablanca et j'étais à Marrakech. On se revoit super content en se disant c'est pas possible quoi la vie comment elle nous rapproche alors qu'on était à l'autre bout du monde, elle à Pékin, moi à Paris. Je viens m'installer à Marrakech, elle se retrouve vivre à Casa. Peu de temps après, elle s'installe à Marrakech. On a bossé ensemble sur des événements qu'on a créés, sur des vernissages qu'on a pu faire sur des toiles qu'elle venait de créer. Euh, voilà, tout ça pour dire que il n'y a peut-être pas de, 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 de coïncidence qui soit faite par hasard. Enfin, je ne sais pas. Je pense qu'il y a des choses qui sont tracées et qui font que, voilà, on se retrouve des fois dans la vie. Et on ne s'est pas vu et on ne s'est pas croisé au Maroc, mais voilà, on s'est croisé à Lisbonne. Non, non, mais non, non, là-dessus, je suis assez d'accord avec toi. Le hasard n'existe pas dans les rencontres, sinon, comment dire, sinon ça serait. Je pense que ça serait, il y aurait pas autant de surprises. Et sur les parcours qui sont tracés, j'ai eu la chance d'en rencontrer. J'en rencontre encore aujourd'hui. Honnêtement, ouais, c'est fabuleux. Mais revenons à toi et à ton périple à Marrakech. Donc, ouais, tu passes donc près de 12 ans à Marrakech. Quand tu arrives, ça se passe comment? Comment se passe en fait l'installation sur le plan, comme tu l'as dit tout à l'heure, culturel, religieux? Euh, Tu connais le pays. Dans un premier temps, tu connais le pays, c'est un avantage. Alors, je connaissais très bien le pays parce que j'y allais en vacances depuis des années et ça depuis ouais, une dizaine d'années. Et j'y allais tous les ans et même plusieurs fois par an. Mais en fait, j'y allais en vacances. Donc, non, je ne le connaissais pas, le pays. Parce que quand on arrive et qu'on s'y installe, on voit l'envers de la carte postale. Ce n'est pas forcément ce à quoi on peut s'attendre. Donc, souvent, on dit, quand on vient s'installer au Maroc, notamment à Marrakech, la première année est la plus décisive. Donc, soit on repart, soit on reste. J'ai fait 12 ans, donc c'est que je m'y suis habitué. Et voilà, mais je pense que c'est comme partout quand on s'installe dans un pays, c'est jamais simple parce qu'on perd ses repères. Et là, de surcroît, puisqu'en effet, que ce soit la religion, que ce soit les coutumes, que ce soit la langue, il n'y a rien qui nous relie. Et en fait, je pense que c'est aussi ce que j'aime. Et c'est la raison pour laquelle j'ai sûrement réussi à passer ce cap de cette première année et d'y avoir après passé 12 ans et 12 superbes années à découvrir un pays, parce que c'est un pays très riche, un très beau pays, à apprendre à connaître aussi les gens. Et ça, c'est très enrichissant. Moi, en tout cas, ça m'a énormément enrichi et surtout de partager mon quotidien avec des artisans. Ça a été ça a été le plus riche pour moi de pouvoir avoir ce partage avec eux, qu'ils m'apprennent. Ils m'ont appris de leur quotidien, de leur culture, de leur vie, mais ils m'ont aussi appris de leur métier. Et moi, j'ai essayé de leur apprendre euh, de ma personne, de mon pays, même s'ils ne le connaissent pas et n'y sont jamais allés pour la plupart. Mais voilà, ce partage était très important pour moi. J'ai toujours été à l'affût de savoir comment on construisait une table, comment on construisait un meuble. J'avais à l'époque en France un oncle qui lui-même était menuisier, ébéniste et que j'aimais bien regarder. Donc tout ça, c'est des choses qui, par ma curiosité piquante, faisaient que j'essayais de comprendre comment ça fonctionnait. Et je l'ai toujours eu. Et c'est vrai que j'ai essayé de leur apporter ça par rapport au côté peut-être des fois un peu psychorigide que je peux avoir, mais par rapport à moi-même déjà, d'apporter à mes artisans avec qui je bossais le fait que souvent, ils sont bons dans leur partie, mais j'aimais beaucoup créer, réaliser du mobilier où je pouvais mélanger différents matériaux. Donc, je devais faire appel à différents artisans pour un même meuble. Et souvent,
L'artisan qui travaille, par exemple, le fer, va très bien travailler le fer et va passer le relais après au menuisier. Mais le menuisier ne va pas forcément porter une grande attention à ce qui a été fait par le ferronnier. Et de fait, des fois, on se marchait un petit peu sur les pieds et ce n'était pas toujours évident d'avoir un produit final qui me convenait parce que ça avait été un petit peu abîmé par l'un par rapport à ce qu'avait fait l'autre, etc. Donc, j'ai essayé, moi, d'organiser un petit peu ces ateliers de manière à ce que quand on construit un meuble avec l'intervention de différents artisans, savoir qui doit commencer, qui doit continuer, qui doit terminer, de manière à ce que ça ne se marche pas sur les pieds et qu'au final, on ait un produit dont tout le monde puisse être fier et que l'on puisse aller vers un client qui se dise « Waouh, super, j'adore votre mobilier, c'est génial ». Et ce n'est pas génial Sébastien, c'est génial à toute une équipe qu'il y a derrière. Et ça, c'est vrai que c'est aussi un point qui était important pour moi parce que j'ai essayé de leur apporter aussi de la nouveauté dans leur quotidien à tous ces artisans, à savoir que la plupart avaient des bases très classiques dans ce qu'ils savaient faire. Et moi, je les ai aussi orientés vers du mobilier qui moi, me parle, qui est plus contemporain et avec une clientèle qui aussi cherchait à avoir ce type de mobilier. Et donc, ça me faisait souvent rire, doucement rire, de voir des menuisiers, des ferronniers qui me disaient « Non, mais Sébastien, on ne peut pas livrer un meuble comme celui-ci, ce n'est pas un meuble qui est fini ». Alors, pourquoi il me disait ça? Il me disait ça tout simplement parce que j'étais sur des meubles ultra contemporains et c'était le but recherché. Et eux, à partir du moment où il n'y avait pas de la sculpture ou à partir du moment où il n'y avait pas de la dorure, c'était des choses qu'ils ne trouvaient pas finies parce qu'ils ne concevaient pas que ce meuble-là puisse être accepté, acceptable pour un client parce que ça n'était pas dans leur culture. Et donc, j'aimais beaucoup quand on finissait un produit et qu'il restait avec la confiance qu'il m'accordait. Euh, J'aimais qu'ils viennent avec moi en livraison et qu'on le fasse ensemble parce que je voulais que les remerciements des clients, ils les voient. Et je voulais aussi que ces remerciements-là, ils les comprennent pour eux, qu'ils voient que ce meuble, pour d'autres personnes qui viennent d'une autre civilisation, d'une autre culture, c'est un meuble qui est fini. Et c'est un meuble qu'ils souhaitaient comme tel. Et ça a été un gros challenge qui a eu du mal à passer au départ et la compréhension ne s'est pas faite tout de suite, mais elle s'est faite. Et ça, c'est des moments très agréables, très appréciables dans ce que j'ai pu faire au Maroc, d'avoir eu cette transmission avec eux. Et voilà, c'est des belles choses et j'espère que tout ça est resté. Alors, c'est vrai que là, depuis 1 an et demi, je n'ai pas pu y aller. Et je le regrette. J'espère pouvoir y retourner très vite pour les retrouver tous et voir un petit peu comment les choses ont évolué et voir qu'ils continuent avec ces mêmes clients parce qu'ils continuent à travailler pour certains de mes clients pour leur faire du mobilier ou d'autres choses. Il y a des choses où ils m'appellent pour demander conseil. Je les aide dès que je le peux. Et voilà, ça continue et ça me fait plaisir que ça continue. Tu soulèves un point qui est très important, qui est celui on pourrait dire du choc culturel. Toi, en fait, ce que je comprends, c'est que tu as eu la chance, en arrivant au Maroc, en fait, de bosser avec des artisans. Et c'est Ouais. pas donné à tout le monde dans les expatriations, parce que généralement, les gens, lorsqu'ils s'expatrient dans certains pays, toi comme moi, on en connaît à Lisbonne, c'est qu'en fait, ils sont dans leur monde, ils fréquentent personne, ils fréquentent pas de locaux, ne connaissent pas les us et coutumes locales, et ça va au clash. Voilà. Et c'est toujours la faute de l'autre. Et je pense qu'au Maroc, tu as eu cette chance, c'est de bosser avec ces artisans. Tu n'as pas eu le choix comment dire, ouais, que d'entrer dans leur vie quotidienne et du coup de les amener dans la tienne. Et c'est ce qui fait que je pense, ouais, c'est d'où le fait ouais, d'y rester 12 ans. Très certainement, c'est vrai que j'ai eu ce parti pris de travailler avec les artisans, mais tu sais, c'est pareil par rapport au Portugal, on en parlera après, mais euh, au Maroc, je suis arrivé là-bas, il commençait à y avoir certaines boutiques avec du mobilier importé d'Europe et qui coûtait juste très cher. Et j'avais une clientèle qui n'était pas prête à ce moment-là parce qu'elle connaissait le Maroc d'il y a maintenant une vingtaine d'années où tout était vraiment pas cher. Donc, ils ne comprenaient pas qu'on puisse payer aussi cher au Maroc pour de la décoration du mobilier.
Donc, je ne me suis pas du tout tourné vers ce type de magasin, qui en plus étaient des magasins que je connaissais de France, mais sur lesquels je n'étais pas forcément adepte en plus. Donc, c'est la raison pour laquelle je me suis tourné vers l'artisanat. Et force est au Maroc que l'artisanat est quand même très présent. Et je sais pas, c'était quelque chose qui est venu de manière très naturelle en fait. À partir du moment où tu es dans un autre pays, il y a des choses que je préfère faire avec des professionnels quand je m'installe dans un autre pays, parce que, par exemple, créer une société, moi, ce n'est pas ma partie, je ne la connais pas. Je suis dans un pays où je ne maîtrise pas les règles, les fondamentaux, et donc j'ai besoin d'avoir quelqu'un dont c'est le métier et qui va pouvoir m'épauler et m'accompagner pour, en effet, créer mon entreprise. Mais à côté de ça, j'avais aussi ce besoin de travailler avec des artisans par rapport à mon cœur de métier, par rapport à mon activité, parce que j'estimais ça important de pouvoir montrer que les artisans marocains, même s'ils étaient empreints de tradition, avaient aussi cette volonté et cette envie d'évoluer. Et de mixer le fait que certains, enfin tous d'ailleurs, mes artisans étaient marocains, que moi je sois français. Euh, voilà, ça a fait de belles choses, il y a eu de belles émulsions. Et en tout cas, pour ma part, c'est tout ce que je souhaitais en arrivant là-bas, pouvoir que l'on s'apporte les uns et les autres. Je pense que c'est la plus belle des choses quand on est à l'étranger, de pouvoir avoir cet échange et de voir que cet échange est moteur et il permet de construire aussi des relations avec ces personnes-là. Aujourd'hui, tu as toujours des contacts avec tes équipes ou tes anciennes équipes au Maroc. Et est-ce qu'ils voient l'arrivée d'Occidentaux, d'Européens, comme toi, tu as pu l'être, au Maroc pour reprendre ce type de business ou lancer leur propre business? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, le Maroc s'est énormément occidentalisé. Il s'est énormément européanisé. De plus en plus de marques européennes occidentales se sont implantées au Maroc avec des prix qui sont des fois défiant toute concurrence parce qu'il y a des taxes d'importation qui sont assez énormes. Et aujourd'hui, je pense que c'est compliqué, c'est de plus en plus compliqué aussi depuis quelques années d'arriver à avoir la confiance, quelle qu'elle soit. Ce n'est pas forcément envers les Marocains, ce n'est pas forcément envers les Occidentaux, c'est d'une manière générale et on le voit à travers nos pays. La confiance, c'est quelque chose qui doit se gagner et prendre du temps. Aujourd'hui, je pense que c'est compliqué d'arriver à je suis arrivé peut-être là-bas à une bonne période où c'était encore assez calme, assez tranquille, notamment Marrakech. Il n'y avait pas cette effervescence qu'on a aujourd'hui. On sentait que ça allait venir, mais il n'y avait pas toute cette émulsion qu'il y a aujourd'hui. Les boutiques s'ouvrent, je ne vais pas dire quotidiennement, mais presque. Il y en a autant qui se ferment, hein, quoi qu'il en soit. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent. Et ce que j'ai vécu, je pense qu'il est plus compliqué de le vivre aujourd'hui. Et je pense que beaucoup d'artisans aujourd'hui se tournent plus dans l'industrie, dans des usines, parce que le travail est compliqué à trouver. Et en plus, avec la pandémie que nous vivons, il a été encore plus compliqué. Et beaucoup ont essayé de se tourner vers des usines de manière à devenir salariés et à percevoir un salaire. Alors, les salaires ne sont pas forcément énormes, mais au moins, il y a quelque chose qui tombe tous les mois. Là où, quand tu es un propre artisan et que tu travailles dans ton petit atelier, eh bien, ça ne tombe pas forcément tous les mois selon ce qui va se passer. Et c'est vrai que depuis début 2020, il ne s'est malheureusement pas passé grand-chose pour beaucoup de ces artisans. Alors, malgré tout, il y a quand même une communauté étrangère et pas que française qui habite au Maroc et notamment à Marrakech et qui, malgré la pandémie, est restée là-bas pendant toute cette période-là. Et certains en ont profité pour faire des travaux chez eux dans leur riad chambre d'hôte ou autre. Donc, il y a quand même eu du travail. Mais voilà,
Ce que j'y ai connu, ces rencontres que j'ai pu faire avec des artisans, à aujourd'hui en tout cas, ce que je connais ne me l'exprime pas en ce sens avec de nouveaux arrivants dans le pays. Ils sont, pour tous mes artisans, soit on continue à travailler ensemble quand j'ai éventuellement des demandes de la part de clients qui sont là-bas et je les contacte et comme ça, ils travaillent sur ces projets-là. Mais sinon, ils n'ont pas retravaillé avec des Français ou avec des Occidentaux et ils continuent à travailler via leur propre petit réseau. Pour ceux qui sont restés artisans, parce que certains ont même arrêté et se sont mis sur d'autres activités professionnelles qui n'ont rien à voir. D'accord. Sur la question de l'acclimatation, d'adaptation, tu mets combien de temps en fait à te sentir bien au Maroc? Écoute, c'est pas simple d'y répondre après tant d'années. Je pense qu'il s'est passé 2, 3 ans avant de se sentir bien et à l'aise. Alors, en bon occidental qui se respecte, quand je suis arrivé là-bas et que je mets de côté et entre parenthèses l'immobilier parce que finalement, je ne l'ai pas exercé très longtemps. Très vite, je me suis aperçu que c'était une activité professionnelle qui ne me correspondait pas. Mais en revanche, une fois que je me suis mis dans la décoration d'intérieur, après avoir fait mon propre appartement, après avoir commencé les 2 premiers chantiers dont j'ai parlé tout à l'heure, qui étaient des riad chambres d'hôtes, je me suis Mhm. dit qu'il fallait que je me structure et donc, en bon français qui se respecte, que je communique. Et donc, j'ai communiqué à travers les outils que moi, je connaissais et que je maîtrisais en tant que Français. Rien du tout. Ça n'apporte rien, ça n'a rien fait. Au Maroc, mais je pense dans beaucoup d'endroits, quoi que soit le pays peut-être, mais en tout cas au Maroc, c'est énormément le bouche à oreille qui fonctionne, voire que le bouche à oreille qui fonctionne. Donc de fait, ça prend aussi plus de temps parce que ça ne sert à rien de communiquer par les canaux que l'on connaît et traditionnels pour nous. Et il faut attendre que les gens parlent de toi. Et puis voilà, c'est les premiers chantiers. À partir du moment où tu as des clients qui ont été contents et satisfaits de ce que tu as réalisé, bien derrière, ils vont parler de toi. Voilà, donc j'ai envie de dire, allez, 3 ans avant de se dire que voilà, les choses se sont mises en place et qu'on commence véritablement à se sentir à l'aise dans le travail que l'on fait là-bas au Maroc. Tu y restes 12 ans. Qu'est-ce qui fait, tu m'as dit tout à l'heure oui, que tu voulais choisir un entre-deux entre la France et le Maroc. À quel moment tu sais, tu switches et tu te dis, voilà, ça y est, je quitte, j'ai vraiment besoin de voir autre chose. Qu'est-ce Bah, qui se passe? ça s'est fait doucement, assez naturellement, sur une bonne année, presque 2 ans, où en effet, à un moment donné, il y a eu un déclic où je me suis dit, oh là, attention, je commençais à m'énerver plus facilement, je commençais à être irritable plus facilement. Et là, je me suis dit, pourquoi tout ça? Pourquoi tu es irritable? Pourquoi tu t'énerves facilement? Et je me suis dit, c'est aussi peut-être parce que je suis rentré dans une routine et que je n'aime pas d'une manière générale la routine. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle je suis parti de Paris. C'est que j'avais besoin de voir autre chose, j'avais besoin d'un nouveau challenge. Et là, je me suis dit, voilà, c'est cyclique et je suis arrivé au terme d'une bonne dizaine d'années comme à Paris. Et du coup, il faut que je vois un petit peu si véritablement il faut rester ici ou repartir. Et c'est vrai qu'au bout de 12 ans, euh, certaines habitudes de la France, certaines choses plus occidentales commençaient peut-être à me manquer. Et, euh, et voilà, c'est la raison, je pense, qui fait que j'en suis arrivé à m'installer à Lisbonne. À cette même période, justement, je n'avais pas trop l'habitude de partir régulièrement du Maroc. J'y étais bien, je m'y sentais bien. Et du coup, quand tu avances dans ton activité professionnelle, tu ne penses pas à faire des breaks. Tu ne penses pas forcément à t'arrêter et à faire une pause. Et souvent, tu te dis, mais c'est les vacances toute l'année. Tu as le soleil, tu as les palmiers, tu as tout ça. Et finalement, tu passes à côté des moments qui sont importants de faire un break, où tu peux souffler.
Et peut-être que c'est ce qui m'est arrivé. Et donc, quand je l'ai ressenti, c'est vrai que j'ai levé le pied et j'ai fait des incursions comme ça dans différents pays. Aller passer quelques jours à Rome, aller passer quelques jours en France et aller passer quelques jours à Lisbonne. Et ça, je l'ai fait régulièrement, notamment sur Lisbonne. Et c'est là où je me suis dit, mais cette ville, je l'avais connue il y a très longtemps, en 96, 97. Ça avait beaucoup changé. Mais malgré tout, j'aimais encore cette ambiance qu'il y avait ici. Et voilà, c'est la raison qui m'a fait prendre cette décision, parce qu'il y a des moments où je suis assez radical dans ma vie en me disant que quand on sent ce besoin de changement, eh bien, il faut le faire. On n'en a qu'une de vie et elle passe assez vite. Donc, je pense qu'il faut essayer de la vivre pleinement. Et voilà, c'est la raison pour laquelle je suis arrivé ici après. Là, Lisbonne. Du coup, 2019. 2019, transition. Est-ce que l'idée de changer d'activité te traverse l'esprit à un moment donné quand tu y arrives? Alors non, au départ, l'idée ne me traverse pas du tout l'esprit. Pour être franc, je m'étais même dit, génial, j'arrive sur Lisbonne, j'arrive dans un pays dans lequel il y a quand même beaucoup de magasins, où il y a beaucoup de boutiques. Je vais pouvoir retravailler la décoration d'intérieur avec des produits que je vais pouvoir choper en magasin qui seront déjà prêts à l'emploi, j'ai envie de dire. On n'aura pas besoin de passer par ce laps de temps de fabrication avec tout ce que ça engendre comme stress. Et du coup, je me suis dit, génial, je vais pouvoir continuer cette activité dans ce sens. Et au final, eh bien, l'artisanat m'a vite rattrapé, puisque aujourd'hui, je me retrouve à être plus en création et en fabrication de mobilier pour mes clients que de véritablement aller faire du shopping dans les boutiques pour mes clients et de trouver du mobilier à insérer chez eux. Euh, et au final, ça n'a pas pris beaucoup de temps, ça a pris une petite année pour que je me retrouve à retravailler avec des artisans. Et je me suis aperçu quand j'ai recommencé à travailler avec des artisans que sur ce laps de temps de 1 an et demi, 2 ans où je n'avais pas vraiment travaillé avec eux, sur la fin à Marrakech, sur le début ici, ça m'avait manqué. Tout ça pour revenir à ta question qui était à savoir si je m'étais posé la question d'avoir une autre activité professionnelle. Forcément, à un moment, tu te la poses. Moi, je suis quelqu'un qui a envie que les choses aillent vite. Et quand on arrive dans un nouveau pays, eh bien, il y a un laps de temps qui est incompressible où il faut se faire connaître, où il faut appréhender le pays, il faut apprendre à le connaître, il faut apprendre à apprivoiser tout ce qui s'y passe. J'avais envie que ça aille plus vite. Je trouvais que ça n'allait pas assez vite. Et donc, oui, pendant ce laps de temps, pendant quelques mois, je me suis en effet posé la question de me dire, mais est-ce que je ne devrais pas faire autre chose pour que justement je retrouve une dynamique au niveau de l'activité professionnelle. Et au final, non, je ne suis pas passé à autre chose parce que c'est ce que j'aime et j'ai préféré avancer dans ce sens, étoffer en effet des équipes d'artisans euh, ici présents au Portugal, que ce soit à Lisbonne, mais pas que, parce qu'il y en a aussi beaucoup qui sont dans le nord du Portugal et qui travaillent très très bien. Et le Portugal n'est pas non plus un pays qui est très grand et qui est immense, donc on peut se rendre facilement du côté de Porto. Donc s'il y a le besoin, la nécessité pour aller voir du mobilier en production, un aller-retour sur Porto dans la journée se fait facilement. Donc voilà, j'ai continué sur mon activité, mais oui, la question s'est posée à un moment ou à un autre, forcément. Comment se passe l'installation? Tu fais appel à quelqu'un pour t'accompagner dans la création d'entreprise, tu te renseignes tout seul. L'avantage au Portugal, c'est que c'est relativement facile de monter une boîte à condition d'être bien conseillé. Voilà, tu as tout dit. Euh, et qu'il faut être C'est la bien. fin c'est la fin du podcast. Merci d'être resté jusqu'à là. Non, mais tu as Non, raison. Mais en même temps, c'est comme dans tous les pays. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Quand je suis arrivé au Maroc, je me suis entouré de personnes qui m'ont aidé à créer ma société, à m'implanter. J'ai fait la même chose quand je suis arrivé ici au Portugal. Avant même d'arriver au Portugal, j'avais déjà rencontré une avocate. Et c'est une personne que j'ai gardée en contact alors que j'étais encore au Maroc et que je vivais encore là-bas. Et j'ai repris contact avec elle 1 an après, quand je me suis véritablement installé ici. Et peut-être elle a été surprise d'avoir à nouveau de mes nouvelles. Elle pensait que voilà, j'étais resté au Maroc ou que j'étais passé par quelqu'un d'autre. Je ne sais pas. Mais j'avais eu ce rendez-vous
ça s'était bien passé. Et moi, à partir du moment où je me sens bien avec la personne, eh bien, c'est une personne que je vais garder en contact en me disant, voilà, je sais qu'à un moment donné, je vais avoir à faire appel à elle parce qu'il y aura des raisons pour lesquelles j'aurai à faire appel à elle. Et en effet, quand je me suis installé ici, je me suis entouré de ces personnes-là, notamment, en effet, que ce soit un avocat, quand on s'installe, qu'on a besoin de créer sa propre entreprise. J'avais entendu plein de choses aussi au niveau de l'immobilier. Je suis arrivé ici, j'ai pris un petit peu de temps pour voir un petit peu où j'avais envie de m'installer. Mais très rapidement, je me suis dirigé vers une acquisition immobilière et je n'ai pas voulu la faire n'importe comment. J'entendais beaucoup de choses se dire, peut-être à tort, j'en sais rien, sur attention à ce que tu achètes, plusieurs héritiers, etc. Donc oui, bien évidemment, j'avais ce besoin, mais ça fait partie de moi, ça, d'être entouré de professionnels et avoir cet esprit tranquille. Comme moi, on peut faire appel à moi pour mon activité professionnelle, pour être serein et tranquille pour son installation. Euh, voilà, de la même manière, moi, je fais appel à d'autres professionnels dans leur partie. Et oui, j'ai été entouré pour m'installer ici, bien sûr. Une différence notoire entre la manière de travailler au Portugal et au Maroc? Pour moi ou pour ceux Non, pour qui toi, pour m'ont toi, entouré? pour toi. Pour moi, euh, alors, ça me fait sourire parce qu'il y a des choses auxquelles je pense que je ne dirai pas parce que ce n'est pas les bons mots. Mais euh, on va dire que des fois, parfois, on peut avoir ce sentiment au Maroc. euh, Enfin, ce n'est pas un sentiment. Les choses n'étaient pas structurées. Moi, quand je suis arrivé au Maroc, les choses n'étaient pas trop structurées. J'étais quelqu'un de plutôt justement structuré dans ma tête, mais ça m'a fait du bien. Ça m'a permis aussi de voir qu'on peut avancer différemment que ce que j'avais à l'esprit et la manière dont les choses m'avaient été inculquées pendant 10 ans à Paris. Donc, ça m'a fait du bien. Mais c'est vrai que, voilà, au Maroc, ça partait un petit peu dans tous les Ça sens peut à aller à certains volo, moments. quoi. Voilà, exactement. C'est des termes que je n'avais pas envie d'exprimer là, mais tu le fais, donc voilà, on est Bah, d'accord. ayant vécu au Maroc, comment dire, le terme que tu cherchais, je pense que je l'ai eu assez, il m'est venu assez rapidement. Après, il faut le dire, non, non, il y a des, comment dire, Voilà, t'as des avantages et des inconvénients à monter des boîtes dans chacun des pays. Le Portugal, on a beau taper sur le Portugal, bah, mine de rien, tu veux monter une boîte, ça va vachement vite. En France, on commence à peine à avoir un portail commun. Ou avant, en France, pour monter une boîte, comment dire, c'est tu vas au banquier, du banquier, tu vas parce qu'il te faut le RIB, il faut le Liban, de Liban, mais il faut le cabis pour avoir tu deviens fou. tout à Voilà, fait. donc, Et c'est vrai que le fait d'être arrivé au Portugal, j'avais ce sentiment de revenir sur quelque chose qui me correspondait plus d'une manière générale et dans mon quotidien pour mon activité professionnelle où les choses sont plus organisées, sont plus structurées, avec des artisans pour lesquels j'ai plus ce besoin constant d'être derrière comme je pouvais l'être au Maroc. J'avais toujours ce besoin d'appréhender les choses à leur place, de réfléchir à la construction d'un meuble, etc. Et souvent, et c'est vrai peut-être à la fin, c'est des choses qui me pesaient, j'avais ce sentiment d'être seul à le porter, tout ça, là où j'aurais aimé qu'on puisse être plusieurs. Ce que j'ai retrouvé peut-être ici avec des artisans qui ont cette réflexion, qui m'apportent aussi beaucoup. Et ça me fait du bien. Et c'est quelque chose peut-être que j'avais envie de retrouver en venant m'installer ici. tu as comment dire, j'ai dit, on se connaît, on se, comment dire, tu animes une matinale d'entrepreneurs. Est-ce qu'il y a une effervescence autour de l'entrepreneuriat au Portugal? Parce que je te pose la question, mais de la manière la plus honnête et sincère, parce que moi, ayant la tête dedans, à un moment donné, je ne le vois plus. J'arrive pas à voir s'il y a une effervescence ou pas, s'il y a des nouveaux arrivés, des nouveaux arrivants. Alors écoute, je ne suis pas forcément le mieux placé pour te répondre là-dessus, pour la simple et bonne raison que oui, en effet, je fais partie de réseaux d'entrepreneurs. C'est important et ça l'a été d'autant plus que nous venons de vivre une période pas simple où on a tous été confinés
à plusieurs reprises. Et quand tu débarques dans un pays où tu ne connais personne, que tu es confiné et que du coup tu ne peux aller à la rencontre de personne, d'être dans ces réseaux, c'était quelque chose de primordial au final pour moi. Et même salvateur à certains moments. Donc, aujourd'hui, pouvoir te répondre à cette question-là, je pourrais le faire à travers ce que je vis dans ces réseaux-là. Et en plus, jusqu'à maintenant, à travers des plateformes telles que Zoom. Donc, ce n'est pas en étant véritablement à une vraie rencontre physique avec ces personnes-là dans le centre de Lisbonne. Et surtout que moi, j'en suis sorti, je me suis excentré, je suis plutôt parti m'installer à la campagne par choix personnel et parce que aussi dans mon travail quotidien, je réfléchis beaucoup seul et j'aime cette tranquillité d'esprit et puis aussi cette tranquillité environnante pour bosser. De fait, moi j'ai envie de te dire que oui, pour moi, il y a toujours une effervescence ici de ce que j'en vois pour encore avoir animé, pas plus tard qu'hier, un réseau d'entrepreneurs. Eh bien, il y avait des personnes qui étaient présentes et qui sont encore en France et qui vont venir s'installer incessamment sous peu ici à Lisbonne. Donc oui, il y en a beaucoup. Alors c'est vrai que moi je vais plutôt te parler de la francophonie parce que je suppose qu'il y a aussi des Britanniques, quoique avec le Brexit, je pense que c'est un peu plus complexe pour eux aujourd'hui et que beaucoup sont installés plus dans le sud, en Ils sont dans le sud, Algarve. mais ça les attire. Ça les attire, Ça il n'y a les pas attire longtemps. quand même. Ouais, ça les attire, il n'y a pas longtemps, je lisais un article où, du fait du Brexit, ils cherchaient une résidence secondaire dans un pays européen pour pouvoir avoir une résidence. Ouais. C'est en train de se jeter sur le sud de Portugal. Mais c'est vrai qu'avant avant la Covid, c'était un sacré boom que le Portugal a connu, sans précédent, avec toutes ces personnes qui ont débarqué dans ce pays. Il a été véritablement mis en exergue pendant quelques années et il y a eu une véritable déferlante sur ce pays. Et moi, le premier, j'y suis venu et c'est vrai qu'il y a une douceur de vivre, il y a des gens qui sont tellement sympathiques que tu ne peux qu'aimer ce pays. Euh, et de fait, je pense que la Covid a stoppé certaines choses, elle a mis entre parenthèses certaines choses, mais je pense qu'une fois que tout ça sera derrière nous, le Portugal va retrouver l'attrait qu'il avait avant la Covid. Et malgré tout ça, pendant cette période-là, il y en a toujours eu qui sont venus et qui se sont installés. La preuve en est, alors que je suis là que depuis 2019, moi aujourd'hui, les clients que j'ai et avec lesquels je travaille via Zoom ou autre plateforme, c'est du distanciel, alors qu'ils ont trouvé des petites fenêtres à des moments pendant toute cette période depuis début 2020 où ils ont pu venir ici à Lisbonne, ils ont fait des acquisitions, ils ont pu juste rentrer chez eux. Et depuis la fin de l'année 2020, ils ne sont pas revenus ici. Ils arrivent sur la fin juin, sur le mois de juillet. Donc là, en ce moment, il y a beaucoup de boulot pour finaliser ces projets. Mais on a travaillé à distance sur ces 6 mois. Et c'est des personnes qui ont fait des acquisitions ici au Portugal, alors qu'ils ne pouvaient pas véritablement être présents. Ils sont venus, mais très rapidement, ils ont pu faire des visites, ont trouvé des biens immobiliers en acquisition, que ce soit des appartements dans le vieux Lisbonne, que ce soit des villas très contemporaines à l'extérieur. Voilà, je parle de ces deux cas parce que j'ai ces deux en ce moment. Et c'est vrai que, voilà, quoi qu'il en soit, et malgré les freins que l'on a connus, il y a toujours eu des personnes qui sont quand même venues. Et je suis convaincu que ça va revenir encore plus rapidement une fois que tout ça sera derrière nous. Ben, on le voit, après, on le voit à travers deux choses. Il y a eu comment on appelle ça, l'appellation Clean and Safe. Ouais. Le Portugal a été l'un des premiers, si c'était le premier pays d'Europe à l'avoir. Et Mm. très vite, à Madère, ils ont lancé le premier village de digital nomade. Et J'ai vu ils ont ça, ouais. pensé, là, ça a été les premiers à avoir pensé le visa pour digital nomade. Tout à fait. Donc, il y a une espèce de résilience qu'il faut reconnaître à l'État portugais et au peuple portugais. Et surtout, cette adaptation. Ils se sont adaptés à une vitesse. Ouais. Moi, ça me fascine, moi, ce pays. J'aime ce pays. Et j'y passe aussi du temps, mais parce que ça me fascine à ce point de vue-là. C'est alors que tout le monde était en train de se dire, oui, mais qu'est-ce que va être l'après-Covid, l'après-Covid, l'après-Covid. Ils étaient en train d'installer un village entier dédié au digital nomade avec toute l'économie qui va avec, les espaces pour travailler. Et ils ont même repensé la location de biens immobiliers.
Oui, tout à fait. Et puis c'est vrai que le pays a essayé de tout mettre en place pendant cette période pour justement à penser à l'après-Covid, pour que tout le monde puisse revenir et puisse revenir de manière tranquille et que personne n'ait trop de questions à se poser et que véritablement il y ait une vigilance qui soit de mise dans ce pays par rapport à la Covid. On a malheureusement connu un épisode qui n'a pas été terrible en fin 2020, début 2021 et c'est la raison pour laquelle le pays a pris des restrictions sévères, de nous reconfiner, Bien parce sûr. que justement, il y a eu des taux d'incidence qui sont remontés en flèche. Et le pays n'avait surtout pas envie d'être connu pour ça, ou en tout cas d'être vu et pointé du doigt pour ça. Donc les choses ont été très vite enrayées et on est reparti sur des taux très très bas aujourd'hui au Portugal. Les choses redeviennent un petit peu plus, on va dire, à la normale et c'est fort agréable. Et voilà, ouais, moi je suis convaincu que c'est un pays qui va revenir en puissance tel qu'il était avant cette pandémie. Écoute, croisons les doigts. Oui. En arrivant vers la, comment dire, vers la fin du podcast, j'ai toujours deux questions un peu deux questions canoniques. Et la première, c'est est-ce qu'un jour tu envisages de revenir t'installer définitivement en France? Euh, alors c'est très Je te drôle demande pas une la réponse de question. suite, hein. Non, mais je te la fais. C'est le principe. Non, je te la fais parce que tout de suite, ça me fait penser à des choses. Ça me fait penser au fait que quand je suis allé m'installer au Maroc, pour moi, Ouais. c'était la vie. J'avais ce sentiment-là. Quand je suis parti, et je me revois encore, et je me souviens du jour, de la date et tout, et j'avais ce sentiment en arrivant là-bas de me dire, je suis arrivé chez moi et c'est à vie. Je ne voyais pas de départ possible après de ce pays-là. Et malgré tout, j'en suis parti. Et ici, depuis que j'y suis, je me dis, c'est peut-être une transition, c'est peut-être un passage. Et oui, je me vois revenir en France. Et alors, de fait, si je prends ce qui s'est passé, si je prends donc l'inverse, bah, peut-être que je vais rester ici, au Portugal, pour le reste de mes jours. Je n'en sais rien. En tout cas, j'essaye pas trop de planifier les choses. J'essaye d'avancer et de faire en sorte que tout se passe au mieux. Et voilà, et j'y suis bien. Donc aujourd'hui, je ne me pose pas plus de questions que ça. Oui, je reste français. Oui, j'aime mon pays. De là à y retourner demain, non, pas pour le moment. Un jour Après, peut-être. après, on peut l'aimer comment dire, on peut l'aimer en restant ici, on peut l'aimer en vivant à l'étranger. Là n'est pas la question. Je pense qu'on est surtout, il y a un paradigme, un changement de paradigme pour certaines générations, même pour des générations plus âgées, où 2020, qu'on le veuille ou non, et ça je le répéterai à chaque fois, on va finir par me jeter des cailloux. Ça, comment dire, ça a démontré une chose, c'est que tu peux plus rien planifier. Tu ne Non. peux plus rien planifier. Ouais. Moi, c'est une question que je posais pas avant aux gens que j'accompagnais dans la création de boîtes. Et tu sais, tu as toujours des types psychorigides, tu sais, voilà, je veux mon business, voilà, il sera là, dans un an, il sera là, dans 3 ans, il sera là, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, des fois, tu vois, si tu veux, je vais t'imprimer des tableaux avec des chiffres, je vais te les donner, ça va te déstresser. Il n'y a pas longtemps, j'ai posé la question à quelqu'un, je lui ai dit, d'accord, on prévoit tout, ouais. Je fais 2020. Et je dis rien d'autre. Il me dit, je comprends pas la question. Je fais, vous avez prévu 2020? Et là, il te regarde, il fait, ben non. Et j'ai fait, comment s'est passé 2020? Il dit, ça a été ma meilleure année. Je pense que ça a permis à chacun, euh, beaucoup, en tout cas dans nos pays, on avance sans trop des fois se poser de questions. Et on a avancé, 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 professionnellement parlant, souvent. Et bien sûr, Euh, et, et là, tout d'un coup, on nous a demandé à tous de nous arrêter. Et cet arrêt a été brutal pour beaucoup, mais en même temps, ça a permis aussi de prendre le temps de réfléchir et de se dire, mais au final, pourquoi on a avancé comme ça? La vie, elle passe vite. Est-ce qu'il ne faudrait pas essayer d'en profiter un petit peu plus? Et aujourd'hui, on s'en aperçoit, de plus en plus de gens essayent de partir des villes, de retrouver un petit peu plus un équilibre en allant à la campagne, retrouver la nature, se rééquilibrer aussi avec la nature et avec la planète tout simplement. Et ça, c'est vrai que on parle souvent des choses, enfin, à travers l'information, les médias.
on a été pollué pendant plus d'un an avec tous ces morts, etc. Mais en même temps, il y avait des raisons, bien évidemment. Je ne dénigre pas tout ça, sauf que ça nous a aussi apporté du positif. Ça a fait du bien à la planète, ça a fait du bien à chacun d'entre nous, malgré tout, de pouvoir se poser, de pouvoir réfléchir et de pouvoir peut-être se recentrer sur soi, sur ses aspirations. Et ça, je pense que c'est essentiel. Dernière question. Si tu devais donner un conseil à une personne qui souhaite s'expatrier ou émigrer pour travailler, pour créer son business, ça serait lequel? C'est très compliqué, je trouve, de donner des conseils parce que quand on vit à l'étranger, les choses s'accélèrent énormément d'une manière générale. Elles sont décuplées dans tout ce que l'on vit. Et donc, du coup, quand on est expatrié depuis très longtemps et qu'on a eu certaines expériences, qu'on a vécu certaines choses, des bonnes et des moins bonnes, c'est vrai qu'on aurait envie et je l'ai fait, de vouloir transmettre ce que l'on a vécu pour que des personnes à qui on va le transmettre ne passent pas par là et puissent passer outre cette problématique éventuelle. Et en fait, on s'aperçoit que les gens t'écoutent, mais ne prendront pas forcément cas de ce que tu vas dire, parce que je pense que chacun, on a besoin de vivre son expérience. Donc c'est surtout ça pour moi le plus important, que chacun puisse vivre son expérience et que les gens que je côtoie, je puisse voir d'un petit œil, jeter un œil de temps en temps, voir si tout se passe bien pour eux et si en effet ils ont des besoins particuliers, que je puisse être là éventuellement pour les aider si j'ai une réponse à leur apporter. C'est aussi ce que peut apporter justement des réunions d'entrepreneurs auxquelles je participe, c'est détecter si certains ont des besoins. Comme hier matin, certains avaient des besoins. Je leur ai dit, voilà, par rapport à votre problématique, j'ai peut-être une réponse. Vous avez mes coordonnées. Si vous souhaitez qu'on en discute, n'hésitez pas à m'appeler. En tout cas, je ne forcerai rien auprès de quiconque et je ne transmettrai pas à quiconque quoi que ce soit comme information parce que je pense que chacun a besoin de faire son expérience. Et moi, le premier, on m'a dit des choses et je ne les ai pas forcément suivies. Et voilà. Et quand moi, j'ai essayé de transmettre, je me suis aperçu que ça n'avait pas été suivi. Et je pense que c'est le cours normal de l'humain de faire sa propre expérience. Donc, ça sera plus dans l'idée de pouvoir regarder toujours du coin de l'œil les gens que je connais et savoir si tout se passe bien pour leur arrivée et leur implantation. Et s'il y a besoin d'une aide, je peux toujours être là. Ah, de toute façon, il n'y a pas meilleure école que c'est brutal ce que je veux dire, hein, que de se casser la gueule une première fois. Oui, tout à Parce que fait. quand tu démarres un truc et tout est lisse, tout se passe très bien, tu te dis que la chute qui va arriver tôt ou tard, elle va être terrible. Oui, tout à fait. Elle va être terrible. Donc autant se casser un peu la figure et puis écoute, ça dure et tu remontes en selle et c'est reparti. Exactement. Un dernier mot pour la fin. Un dernier mot, eh bien, écoutez, que vous veniez nombreux voir Lisbonne, parce J'arrive. que c'est une très belle ville. Mais toi, je sais, tu viens tous les mois nous voir. Mais voilà, ceux qui ne connaissent pas encore et qui auraient envie de connaître, c'est véritablement une très belle ville. C'est un très beau pays, le Portugal. Il y a plein, plein de belles choses à voir. Une douceur de vivre que l'on a du mal à retrouver dans d'autres pays et qui est très agréable, avec des gens qui ont toujours le sourire, qui sont toujours là, prêts à vouloir t'aider. Ça, c'est juste impressionnant. Moi, je me souviens de certaines fois où je me promenais dans Lisbonne alors que je venais juste d'arriver, où j'étais un peu paumé, je ne savais pas trop vers où j'allais. Tu as, je vais dire, quasiment chaque fois quelqu'un qui t'interpelle, vous êtes perdu, vous avez besoin d'aide, tu ne parles pas le portugais, tu essayes de balbutier quelques mots, c'est pas grave, ils essayent, ils ont quelques mots en français ou ils parlent l'anglais pour la plupart et du coup, il y a toujours une possibilité de s'exprimer et voilà, tout ça, c'est très agréable et j'ai juste envie de dire aux gens, n'hésitez pas, si la question se pose, si ça vous titille, eh bien que ça ne le soit plus pour très longtemps et venez ici nous voir, que ce soit en vacances ou peut-être avec l'idée de vous y installer dans un futur proche ou moins proche. Mais venez nombreux parce que c'est un très beau pays qui mérite véritablement d'être connu. Seb, je te remercie sincèrement, je te remercie du fond du cœur. Je te dis encore merci d'avoir donné de ton temps et ben, comme tu sais, bah, à très vite à Lisbonne.
Exactement, on t'attend et la Calio Abras pour bientôt. J'arrive. Merci Alim. Merci à toi. Merci à toutes et à tous d'être restés jusqu'à la fin. Je vous souhaite un excellent lundi, une excellente semaine et je vous dis à lundi prochain. Au revoir.